Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal le faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlés. 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 C'est la ligne des mêlés, là. La ligne des mêlés. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. OK. Wingardium Leviosa, on est prêt. Oh, très gros, ça. Ça, c'est l'affaire qui est... l'affaire pour tuer quelqu'un, non? Wingardium Leviosa? Mais non. C'est pour lever quelque ouvrir. chose. C'est pour ouvrir, débarrer les portes. Mais c'est quoi l'affaire pour tuer? Avada Kedavra. Techniquement, t'en as 5. Ou t'en as 3 ou 5? 3 ou 5? C'est vrai? Ah ouais, t'en as plus d'un, là. Pour sortir ton chevreuil, là? C'est... comment ça s'appelle déjà? Externio patronum. Expecto Patronum. Patronum. Pour sortir son Patronus. Le Patranus. Oui, le Patranus, oui, qui clairement, lui, me sortirait de ma baguette à moi. Vous n'avez toujours pas vu mon Patranus! Alright. Vous êtes à l'antenne de la ligne des mêlés. On est jeudi, le 21 novembre. Quoi de mieux que de parler un petit peu d'Harry Potter avant de commencer un bon podcast de football? Ouais. Ça doit être le meilleur intro à date, là. Ah ouais, c'est ça, exact. C'est ça qui se passe quand les caméras sont off. En fait, on est aussi mêlés que quand les caméras sont à on. Donc, bienvenue tout le monde au podcast. On a très bien fait dans nos bets, je pense, la semaine passée. On en a partagé quelques-unes. Ça a super bien été encore une fois, deuxième semaine. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est tough. Ça va être plus tough. Ouais, ça va être tough. Puis c'est vraiment ça que je dis tantôt à parler. J'ai l'impression que c'est vraiment une semaine pros versus Joes. Là. Genre, ça va, je vous le dis, les best bets, il n'y en a aucune qui va être genre, oh mon Dieu, que c'est excitant. Ils font mal. Non, nos best bets vont être genre, on va faire ASMR en plus. Genre, nos best bets, ils vont faire. Comme ça. Oh, celle-là, ça fait mal. Mais on va en parler tantôt. Alright, pour commencer le show, on est le 21, on est à 2 jours de la Coupe Vanier. Parlons tout de suite de la Coupe Vanier. Donc, la Coupe Vanier qui va opposer le Rouge et Or de l'Université Laval, donc l'équipe du Q qui s'en va jouer à Kingston contre Laurier McDonald. Laurier McDonald. Qui a eu une année sans bévue, une année extraordinaire. Ils n'ont pas connu la défaite, ces petits coquins. Ils sont menés par un carrière que j'ai vu jouer la semaine passée, assez extraordinaire, Taylor Elgersma. L'air un peu un trou de cul, mais Billy Beeman aussi au début, puis ça a changé à un moment donné. Sling la balle de façon épouvantable. Je le connais pas personnellement, puis quand je dis ça, c'est juste comme à titre humoristique, mais j'ai rarement vu un carrière autant envoyer chier l'adversaire que Taylor Elgersma. C'est fou, là. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Comme, il pétait le Bishop. À chaque fois qu'il y avait un jeu, il envoyait promener le coach, le sideline, les joueurs, tout le monde, puis c'était comme... D'un quart, j'ai jamais vu ça beaucoup dans ma vie, là. Puis il s'est pas gêné à venir aimer le vidéo dans lequel on prône son talent. Parles-tu français, le petit tabarnak? C'est ça, je me demande, hein? Parce que tantôt, on regarde ça, on s'est écrit, on était comme, mais là, voyons donc, Elgersma qui like la vidéo. Il a vu Phénomène. Ouais, là, c'est le temps de self-esteem down! On va te péter sur le podcast, Elgersma. Mais on te remonte, on te recrée ça après. S'il te plaît. Non, c'est ça qui est venu. Peut-être qu'il y a un gars à Laurier qui s'appelle Pomerleau. Je sais pas s'il est relié à la gang de béton, mais il y a un gars qui s'appelle Pomerleau. Qui parle français, il vient d'Ottawa. Fait qu'il est venu me jaser. Peut-être qu'ils ont fait, hey, traduis-moi ça. Oui, ah ouais. Petit pendant Pomerleau. Ouais. Hey, sors-les de sa prison. Là. Les Français, on n'a pas ça. Fait que Taylor Elgersma, qui ce soir, je pense, va se décider si c'est Arnold Jardins ou Taylor Elgersma qui gagne le joueur le plus utile au Canada cette année. Peut-être que ça va motiver un des deux, mais je trouve que c'est deux carrières complètement différents. Premièrement, Arnaud Desjardins, c'est un gars qui a distribué le ballon toute l'année. Je regardais le recherchiste au show de football, il nous a sorti une super belle carte. Là. J'aurais aimé ça peut-être la sortir. On va voir si je peux la mettre dans un montage de clip. Mais comment Laval lance
toujours sur les traits assurés des deux côtés. Petite passe à droite, petite passe à gauche, petite passe à droite, petite passe à gauche. Olivier Cole, boum, Olivier Cole, boum, Olivier Cole, un peu plus loin, mais jamais dans le milieu du terrain. Puis Elgersma, la balle est partout. Quand tu regardes le passing chart, partout. Il n'y a pas une place qui aime mieux lancer que d'autres. Il aime beaucoup les passes comme dans le flanc parce qu'il aime beaucoup donner la balle à ses receveurs comme dans des espèces de tracés derrière la ligne de mêlée où tout le monde peut bloquer. Puis c'est comme des jeux de course mais extensionnés vers l'extérieur. Là, ce qu'on appelle en langage football des petits bubble screens. Pourquoi on appelle ça des bubble screens? Un screen, c'est quand tu lances la balle, les gens bloquent pour toi en avant. Puis un bubble, ben, c'est quand tu regardes un peu le tracé, ça fait comme un peu comme ça, là, comme une mini bulle. Une petite courbe. Une petite goutte, une petite bulle d'une godinette. Une soif étanchée par une godinette. C'est une godinette, c'est genre un petit, un petit bol, une bolinette. Une bolinette, un petit bol, une marmite, non, un bol, un bolinette, une goutte, quelques gouttes, une petite goutte. Ah, mais ce film-là, c'est tellement drôle. Je l'ai montré à mes enfants de 5 ans, 3 ans et demi, un peu. Je riais tout le long, les autres pour rire une fois. Rien. Moi, j'étais crampé. Il y a tellement de conneries dans ce film-là. Là. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est un de mes top 5 films à vie. Ça s'en vient, le temps de Noël, là, c'est là qu'ils sortent les Astérix. Là. Ah, mais il n'y en a pas des aussi bons que celui-là. Non. Jamel Debbouze, Mission Cléopâtre. Gérard Depardieu, je le regarde. Dans son prime. Je le voyais juste encore dire genre... Qu'est-ce qu'il dit encore? J'ai une poutre dans les pantalons. C'est genre... il a pas dit ça genre en Corée du Nord dans une entrevue. Là. Catastrophique. J'ai une poutre dans les pantalons. Je le voyais juste dire ça en Obélix. En Obélix. En Obélix. Je me dis, c'est sûr qu'Obélix, en fait, il y avait une poutre dans les pantalons. Ah ouais, sacré boy. Ouais, c'est ça. Il y avait son menhir entre les pantalons. Ouais, il y avait un menhir entre les pantalons Obélix. Fait que, ouais, ben c'est un podcast de football. Fait que reparlons un peu de football. Aujourd'hui, on va essayer de garder ça en bas d'une heure. On est un peu pressé dans le temps, puis en même temps, moi, j'essaie toujours de raccourcir le plus possible le podcast parce que vous avez d'autres choses à faire que nous écouter. Puis ce que vous voulez, en fin de compte, c'est de parler de football, les matchs importants, puis faire un peu d'argent en fin de semaine. C'est ça qu'on aime faire. Fait que, on va faire le breakdown des games. Donc, pour finir pour la Coupe Vanier, ben écoute, Laval a gagné la semaine passée un peu de peine et de misère. C'était pas facile. Voyageait, s'en allait à Regina. Jouer contre une équipe qui un peu est sortie de nulle part dernière seconde. Donc, aucune préparation vraiment. Ont eu besoin de la défensive, de l'offensive, des unités spéciales pour gagner. Ça a vraiment été un par comité. Est-ce que Laval va devoir rehausser son niveau de jeu, je pense, pour la Coupe Vanier? Mais je pense qu'ils vont être capables de très bien se préparer. Là. Je pense que c'est pas nécessairement je pense pas que Laval et le coaching staff on a vraiment à soucier de la préparation de ces équipes. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est le niveau des blessures des joueurs de l'Université Laval. Je pense juste en défensive, Justin Cloutier qui joue peut-être avec un ischio-jambier, William Kemville qui s'est blessé dans le dernier match contre les Rams, qui était probablement le joueur de ligne défensive le plus productif depuis le début de l'année du Rouge et Or. Ensuite, Anton Hay, qui est un demi-défensif numéro 6, a eu l'air de se déboîter l'épaule contre Montréal, a rejoint encore la semaine passée. Il est encore resté au sol. Beaucoup de blessés du côté de Laval. Donc ça m'inquiète un peu, surtout en défensive. Puis la game, ça va vraiment être la défensive de Laval contre Taylor Elgersma. C'est vraiment ça la game. En fait, c'est tout est là. Je pense que la défensive vont devoir élever leur jeu. Je pense que surtout les demi-défensifs là, de Laval qui ont connu une super bonne année, je pense que la défensive de Laval a donné 13,3 points dans l'année, tandis que Laurier, c'est autour de 22. Donc Laurier, c'est une équipe qui est menée par l'attaque, qui est menée par leur corps arrière. Moi, de ce que j'ai vu, il y avait un dicton en anglais qui dit « Cut off the head of the snake will fall ». C'est un peu ça que j'ai l'impression que c'est Laurier. C'est Taylor Elgersma, c'est le snake. Puis il va falloir que Laval l'attaque, puis il va falloir que Laval... fasse garde. Si on recule, il va nous découper. Fait qu'on est mieux de l'attaquer pour se donner une chance. Ça sera pas évident. Surtout que Laurier a d'excellents receveurs de passes, comme par exemple Ethan Jordan, qui est un gars qui a à peu près les mêmes statistiques qu'Olivier Cole depuis le début de l'année. En haut de 1000 verges, des catchs, c'est de loin le joueur le plus utilisé de Laurier. Mais la semaine passée, Laurier sort un receveur qui n'a pas joué de l'année, finit la game, je pense. 9 catchs pour 212 verges, 3 touchés. Là, fait que, quand même. Ils sont capables de t'attaquer de tous les bords. De t'attaquer, toi. De t'accoter un peu partout. Ouais, de t'accoter un peu partout. Fait que c'est ça. Écoute, Laval, ça va prendre une game où ils vont sortir une bonne vieille game des Patriots contre les Rams au Super Bowl. Là. Genre, il va falloir qu'ils trouvent une façon que le plan soit assez bon pour fermer vraiment le jeu. Puis si Laval va gagner, si Laval gagne, ça va être un match plate. Tu sais, genre un match super défensif, c'est serré, je pense. Mais pas plate, mais dans le sens, ça va être un match plus serré. Puis si Laurier gagne, ben pour moi, ça va être
ça va être offensif là, comme spectacle. Est-ce que offensivement, Laval est capable de rivaliser avec Laurier? Je pense pas. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils vont avoir besoin de leurs unités spéciales et de leur défensive pour gagner ce match-là. Puis c'est ça, écoute, ça va être... j'ai bien hâte de voir, en fait. Moi, je pense que c'est le meilleur carrière que j'ai vu de ma vie au Canada jusqu'à maintenant. Là, comme j'ai eu la chance de le voir la semaine passée, pour de vrai. Il est impressionnant physiquement, il a de l'air... Il est complètement différent des autres carrières que j'ai vu dans ma vie où il trash-talk l'adversaire de façon épouvantable. Fait que ça va être tout un défi du côté de l'Université Laval de jouer ce gars-là. Puis Laval, ce que j'aimerais les voir faire aussi, c'est, tu sais... La dernière game, on a besoin d'un toucher contre Regina. Boum, on traverse le terrain au complet pour marquer un toucher. Je veux dire, Arnaud Desjardins est capable de lancer la balle partout sur le terrain. Moi, je pense qu'il faut le laisser faire. Tu sais, je veux dire, il faut le laisser être qui il est. C'est un excellent carrière. Il a toujours été un bon carrière. Il a brisé tous les records partout où il est allé. Pourquoi vouloir le contenir, le maintenir toujours? Je comprends que la game contre Regina, c'était la meilleure défensive au pays ou à peu près contre Laval. Tu voulais garder ça serré. Mais là, penses-tu que tu vas être capable de faire la même affaire contre Laurier, de contenir ce gars-là comme tu as contenu un peu Regina? Mais c'est pas la même attaque, là. C'est pas la même attaque du tout. Puis même Montréal, c'est pas la même attaque que Laurier. Jonathan Sénécal est bon, mais c'est pas Taylor Elgersma. C'est pas le même genre de joueur. Donc moi, je pense que Laval doit être prêt, en tout cas, à ouvrir les valves. Puis à dire à Arnaud Desjardins, genre, check, toute l'année, t'as dink and dunk à gauche puis à droite, mais là, on a besoin que tu pousses la balle. T'sais. Puis il l'a fait la dernière game. Winning drive. On a besoin que tu reviennes, que tu fasses une drive de fou. Boum, il l'a fait, lancer la balle au milieu, lancer la balle à gauche, à droite. Il a complété toutes ses balles jusque dans la end zone pour un toucher. T'sais, le gars est capable de le faire. Laissez-les le faire. Attendez pas trop tard. Attendez pas trop tard de laisser Arnaud comme déployer ses ailes puis juste être un carrière où il est capable de slinguer la balle partout. Moi, je pense que Laval doit matcher l'agressivité de Laurier. Puis Laurier, ben, c'est ça, il joue beaucoup, il joue partout sur le terrain. Bubble screen à droite, bubble screen à gauche. Les gars sont en mouvement, attrapent la balle directement ici, boum, partent à courir. Ça, on va te dire, Justin Cloutier, là, fais-toi masser l'ici au jambier toute la semaine, mon homme, parce que tu vas en avoir besoin de 2. C'est quand même d'en trouver un troisième, pas un troisième. Mais les gars, il va falloir qu'ils courent puis qu'ils soient prêts à courir après ces gars-là parce que l'attaque de Laurier est très impressionnante en vrai puis impressionnante en vidéo. Fait que je sais pas si j'ai une prédiction tout de suite là. Mais tu sais, avant que tu te lances peut-être dans une prédiction, moi je suis surpris qu'ils donnent pas une semaine de pause avant la vanille. Tu sais, c'est comme c'est le cas dans pas mal tous les championnats en soi. Non, ils font pas non plus dans le CFL. Non. Mais je comprends pas pourquoi ils se le permettent pas. Justement, comme tu dis, il y a tellement de blessures qui se produisent, par exemple dans le cas du Rouge et Or. Puis même principe dans la CFL, par exemple, on a pu le voir avec les carrières partant des Argos. Bon, il aurait peut-être pas pu revenir la semaine suivante, mais quand même, des fois, c'est important. Puis fait que je me demande pourquoi est-ce que... Ben, peut-être qu'il y a une raison, je sais pas, qui crée ça. C'est le besoin de que ça se produise tout de suite. Tu penses que le facteur météo, il joue là-dedans? C'est sûr, tu veux avoir le match le plus tôt comme possible dans la saison ici, mais en même temps, la NFL joue au mois de janvier. Ouais. New York joue au mois de janvier, c'est pas une grosse différence avec Montréal, Québec. C'est sûr, c'en est une tabarouette avec Edmonton. J'ai regardé aujourd'hui, Edmonton, il neige. Ouais, je sais, ouais. Fait que tu sais, t'as genre des trucs comme ça, mais tu vois comme... mais je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, quand moi, j'avais fait ma dernière Coupe Vanier en 2012, la Coupe Vanier était le samedi, puis la Coupe Grey était le dimanche. Dans le même stade, j'adorais ça? Beaucoup ça. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. Au même endroit. Ouais, t'achètes ton billet de la Coupe Grey, t'avais ton billet oui. de la Vanier aussi. Ça, c'était quand c'était dans le BC Place? Je me rappelle pas si c'était BC, en tout cas, je sais que Toronto, l'année d'après, ça, oui. OK, ouais. Puis Toronto, tu sais, on a vu 35 000 personnes. Ouais, c'est-tu contre McMaster? Parce que oui, le match, ouais. tu sais, Toronto aussi était à la Coupe Grey, là, tu me diras, là, ça fonctionnait bien. Mais t'avais Toronto à la Coupe Grey, puis t'avais McMaster à la Coupe Vanier la journée d'avant. Il y avait 35 000 personnes dans le Rogers Center, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. De refaire ça, moi je pense que combiner les deux villes, c'est le best, là. C'est vraiment le best. Moi, tu sais, la Coupe Vanier a voulu se détacher de la Coupe Grey en disant on veut notre propre événement. Oui. Arrête là, merde, là. Événement de quoi? T'as-tu vu une publicité, toi, pour acheter un billet de la Coupe Vanier quelque part? Non. Mais t'as un événement comment? T'avais 500 personnes, genre l'année passée à Hamilton. Tu sais, à un moment donné, décloche ta barouette, là, va-t'en à la grue de l'autre, pis c'est tout, là. À la remorque, excuse. Ouais, c'est ça. Va-t'en à la grue de l'autre. Va-t'en à la grue sur l'autre, là, la remorque. Va te chercher une grue, là. Tu sais qui les favoris pour la game? Ouais, je l'aurais. Connection. En ce moment, Laurier est favori par 1,5. OK. Puis le over-under, c'est 47,5. D'ailleurs, j'annonce à tout le monde que
vous pouvez parier. Il y a quelques sites que vous pouvez parier sur ce match-là. Et je vous dis, je ne parierai pas dessus. Je ne vais pas faire un chant de la mine de moi-même. J'ai recommenté la game. Puis je dis, qu'est-ce que Laval fait? Laval devrait marquer des points. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Juste parce que j'ai l'over, mettons. Là. Je ferais pas ça, OK? J'y ai pensé. Mais je le ferai pas, OK? J'y ai pensé fortement. Si jamais je le sais, si jamais je le fais, ben vous le saurez pas. OK? On veut d'ailleurs remercier notre commanditaire du podcast, ubet.io. Vous pouvez aller faire tous vos paris sportifs sur ubet.io. Vous avez toujours les cotes les plus proches en temps réel. Donc, allez sur ubet.io pour faire tous vos paris sportifs. On les remercie. Ubet, beaucoup de commanditer ce podcast le jeudi et le podcast résumé de la fin de semaine du lundi. Donc, merci beaucoup à Ubet d'être un commanditaire officiel du podcast La Ligne des Mêlées sur les ondes de BPM Sport avec la commission athlétique. Donc voilà. Donc, vous pouvez aller... en ce moment, c'est ça qui est la cote pour le match. Donc, moi, je pense que Laval va gagner. Ah oui, hein? Ouais. Moi, je pense que Laval va gagner, mais... Tout un prélude en plus pour nous amener ailleurs. Là. Ouais, tu nous faisais un prélude où tu me semblais vendre Laurier, mais là, c'est clairement tes racines. Ben, non, mais c'est comme... Je peux pas parier contre Laval. Ben, c'est ça. En match de championnat, c'est trop tough, man. Je veux dire, ils ont trop d'expérience, ils ont trop de... Tu sais, c'est comme... Est-ce que le meilleur joueur de la game, c'est clairement Taylor Grosma? Je pense que oui. Mais en termes d'expérience de Coupe Vanier, expérience de préparation, expérience de game plan, c'est comme parier contre Pat Mahomes ou Tom Brady. Là. Ça se peut qu'ils perdent, mais je peux pas. Là. Je veux dire, si j'avais de l'argent à mettre... écoute, moi, ça se pourrait que j'en place un ou deux. 1,5, c'est tight quand même. Là. T'as plus de chalet à Paris? Non. Il y en a plus. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'est pour ça que les trop chalets? C'est Pat Mahomes qui me l'a fait perdre. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est peut-être ça l'affaire. Pat Mahomes, la clé, Pat Mahomes m'a fait perdre parce que c'est sûr qu'il perd jamais. Fait que là, il faudrait que je parie sur Laurier. C'est-tu ce genre de cette logique-là qu'on est en train de faire? Ça, c'est la même logique de que je viens de tout perdre au casino, on double. À un moment donné, tu vas Ce qui est une bonne logique. Là. Ne me tente pas. Ne me tente pas. C'est ça le problème. On se l'est toujours dit. Le problème avec les gens qui perdent au casino, c'est qu'ils reparient pas plus la prochaine fois. 99,9%, ils arrêtent avant de devenir... millionnaire. Ouais. C'est ça. C'est ça. Exact. Faut juste continuer, en fait. Tu sais, tu l'as, là. T'es là. T'es là. Ça fait 8 fois que tu perds. Bête encore. Plus. Tu vas finir par l'avoir. Tu sais, les odds sont avec toi, là. Toi, tu doubles à chaque fois, là. C'est quoi les odds que tu perds 12 fois de suite, là? 0. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Les odds sont pas là. Non, les odds sont pas là. Fait que bon, conseil de la semaine de parieurs expérimentés. Bonne chance à tout le monde. Oui. Merde à tous. Ouais, c'est ça. Puis si jamais vous avez un chalet à vendre à Paris, appelez-moi, parce que j'ai perdu le mien. Premier match de notre belle semaine de football, garni de belles rencontres envoûtantes. La première, Steelers contre les Browns. Un choc de titans. Ouais, exact. Ben écoute, un titan. Il y en a un gros puis il y en a un petit titan. Il y a un gros titan puis il y a un titan à côté. Ouais. Le titan, c'est les Browns. Ouais, mais tu penses que les Browns, ils pourraient être Goliath dans l'histoire? David. Ouais, c'est ça. David. Plus David, je mélange David Brun. David Brun. Je trouve qu'ils ont pas beaucoup de choses qui m'excitent, les Bruns, en tout cas. Non? Non. Bah, à part les pre-game speech à Jameis Winston, là, pas grand-chose qui me tente du côté des Browns. Jerry Jeudy commence à être payant sur le fantasy football, par exemple. C'est vrai? Ouais. Tu l'as-tu dans ton équipe? Ben, j'ai essayé, mais le bid était beaucoup trop élevé. Là. J'ai comme mis un 3$ sur le bid. Puis quelqu'un l'a mis comme 35$. 3. C'est quoi votre bourse? On a 100. 100, ok. 100, tu sais, fait que t'exagères pas pour Jerry Jeudy. Mais il y en a un qui ça a l'air que c'était tout ou rien, là. 35. Ouais. Ben, gars. Ben, ok. Moi, c'est quand même un match qui est vraiment intéressant là, pour plusieurs affaires. Est-ce qu'on le garde pour nos best bets enfin? Parce qu'on a quand même pas mal d'affaires sur nos best bets là-dessus. Là. Ouais. Moi, j'ai un prop sur cette game-là. Il annonce la pluie, il annonce pas beau, il annonce fret. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Pittsburgh est 8-2 cette année against the spread. S'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire ATS, quand on dit ATS, on va te l'expliquer tout de suite, c'est against the spread, OK? C'est contre la marge de victoire. Le plus facile d'apprendre comment les cotes fonctionnent, c'est que si, admettons, on a une cote qui est à -3 ou +3, c'est toujours la même cote d'un côté ou de l'autre, vice-versa. Ben, si tu paries sur l'équipe à -3, ça veut dire que tu penses que l'équipe qui va gagner par plus de 3 points. Parce que si ça tombe sur le 3, c'est ce qu'on appelle en langage pari sportif un push. Donc, le casino va t'ordonner ton argent et tu vas pouvoir recommencer à parier. Donc, on compte ça comme dans la dernière bracket. Là, mettons que tu sais 8-2-1. Le 1 veut dire le push. 2 défaites, 8 victoires. Fait que si tu veux gagner, il faudrait que l'équipe gagne par plus de 4 points. Puis si à l'inverse, si tu prends une équipe, disons, qui est
à plus 3, ben, si l'équipe reste à l'intérieur d'un match de score final à 3 points, tu gagnes ton pari. Si c'est 3, tu pushes. Si c'est en bas de 3, tu gagnerais la cote. Donc, souvent, c'est ça qui est dur dans les cotes qui sont à des chiffres ronds, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Les chances de gagner, il faut que tu aies vraiment un point de plus. Donc, c'est ça qui est un peu difficile pour gagner ça. Sinon, c'est un push. Mais dès que tu es à 2,5, 1,5, 3,5, 4,5, tu as des demi, ben, tu le sais que le push est impossible. Donc, c'est soit que tu perds ou tu gagnes. Donc, des fois, ça peut te donner... Nous, on aime ça les pushs? Nah, fuck that. On n'aime pas les pushs. Fait que moi aussi. Mais les bons parieurs aiment les pushs parce que tu as comme une chance de plus de récupérer ton argent. Oui. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, mais nous, on est des bons parieurs, mais un peu émotifs. Comme par exemple, Parley Down, jamais touché un under de sa vie. Lui, c'est soit over ou il parie pas. Ouais. Ben, la semaine passée, j'ai call le under pour la game C'est Ravens vrai. contre. Mais c'est pas ton style, ça. Non. Mais j'ai Il quand regrette même- encore. Ça veut dire que tu prends de la maturité comme parieur. Ouais. OK. Ouais. OK, le Pittsburgh. Donc, Pittsburgh, cette année, 8-2 against the spread. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils performent davantage sur ce que Vegas prévoit à chaque semaine, mais aussi peut-être que ça démontre que personne ne croyait qu'ils étaient si bons que ça. Tu sais, je pense qu'il y a les deux là-dedans qui s'appliquent. Tu sais, c'est comme les Commanders qu'ils ont au début de l'année, Exact. c'était eux qui étaient les Les eux meilleurs, puis les against the Vikings. spread, les meilleurs against the spread cette année, c'est genre les Colts, les Commanders, Mais Pittsburgh sont premiers Steelers. égalité avec les Lions. les Lions. Les Lions, tout le monde savait qu'ils étaient bons, mais ils défoncent tout le Ouais. monde. Eux autres sont dans une autre catégorie. Fait que c'est sûr que quand tu regardes le against the spread, les Lions, c'est la seule équipe que tout le monde pensait qu'elle était bonne, qui joue encore mieux que ce que le monde croyait. Puis le reste, c'est des équipes qui surprennent, comme on vient de dire. Pittsburgh en fait partie. De l'autre côté, les Browns, c'est l'inverse. Comparativement à l'année passée, eux autres sont 3-7 against the spread cette année, donc déçoivent beaucoup. C'est sûr que Deshaun Watson n'a pas aidé en début d'année. Ça, c'était, à un moment donné, c'était comme terrible. À chaque semaine, c'était de pire en pire. Jameis Winston a eu une bonne game jusqu'à maintenant. Puis après ça, il est comme revenu un peu à un corps qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Là, Mike Tomlin est 26-7-1 money line contre les Browns en carrière. Donc a clairement eu le numéro des Browns depuis le début de sa carrière. Puis les Steelers, s'ils gagnaient en fin de semaine, égaleraient encore un record de Mike Tomlin pour encore une fois le plus de saisons avec une fiche gagnante. Fait qu'il y a ça. Mais il y a quand même... moi, je vais le garder pour un de mes best bets enfin, là, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Puis j'ai un prop là-dessus que je pense qu'il va bien fonctionner aussi, vu la température du match. Peut-être qu'on pourrait monter un parlay aussi ensemble à la fin par rapport à ce match-là. Oh. C'est quand même quelque chose à faire à cause de la température, les deux équipes, etc. C'est un match de division aussi. Moi, je pense pas que ça va être un pro match, mais je pense que ça peut être un match bien payant, par exemple. On a commencé avec mes amis un parlay à la gang. Tu sais, où tout le monde met un bet sur lequel tu crois avoir une chance, tu crois qu'il va hit pendant le week-end. Tout le monde en ajoute un, puis on fait ça en groupe. Là. On est une douzaine dans un groupe qui s'appelle Degenerate. Nice. Puis Ça, Degens Only. Ouais. Puis à la fin, justement, tout le monde met un 10$. Si on gagne à la fin, ça donne un gros lot, tu sais, Ouais. à chaque semaine. Fait que tout le monde ajoute un bet. Ah, Puis nice. ouais, c'est quand même le fun. Bonne idée, ça. Ouais, c'est inspirant. OK, c'est bon. Sinon, quoi d'autre pour cette game-là? Ben, en fait, moi, juste pour... parce qu'on a beaucoup parlé des statistiques et tout ça. Moi, je pense que Pittsburgh, en ce moment... Je sais pas si genre je suis trop hype avec Pittsburgh, c'est ça l'affaire. Mais j'ai l'impression que les Steelers, en ce moment, c'est comme genre top 2 ou top 3 équipes dans l'américaine. Genre, je serais vraiment pas étonné que les Pittsburgh se rendent au FC Championship contre les Chiefs. Ouais. Là. Ça m'étonnerait vraiment pas. S'ils continuent à faire ça... Est-ce que, mettons, tu prendrais... Tu sais, Steelers underdog contre les Bills là, en playoff, là, je serais pas gêné là, de les prendre. Ravens, même affaire. Mais est-ce que je suis trop haut avec les Steelers en ce moment? C'est ça que je me demande. Est-ce que genre, je suis trop excité avec les Steelers? Mais ils ont rien fait pour prouver contre ce que tu dis. Commanders puis Ravens, c'est 2 bonnes victoires. Là. Ouais. Mais oui, back-to-back. Back-to-back, puis Russell n'a pas encore perdu comme Mais c'est carrière ça. partant. Quand tu regardes leurs défaites, ils ont eu des mauvaises défaites, mais c'était comme avec Justin Field, puis c'était le début de l'année. Exact. Comme là, tu vois que le train est parti. Là. J'ai l'impression que c'est ça, le train est parti, puis reste que, tu sais, historiquement, c'est une tabarouette de bonne franchise, les Steelers, là. Ils ont plus d'expérience que les Bills puis les Ravens dans des gros moments. Moi, je prendrais Tomlin avant Sean McDermott, puis avant... avec John Harbaugh, c'est tight. On dirait que depuis John Harbaugh, depuis plusieurs années, il n'arrive pas à finir les matchs, tu sais. Ouais. Tu sais, la fin de saison va vraiment nous montrer quel genre d'équipe c'est. Steelers, à part ouais, les Browns, après ça, c'est Bengals, Mhm. Browns encore, Mhm. Eagles, Ravens, Chiefs, Bengals. Ah, ça va être tough. Ça va être tough, mais je les prends contre les Bengals n'importe quand, là. Les Ouais. deux games? Ouais.
Bengals sont pas capables d'arrêter le jeu au sol. Mais oui, Ils sont pas non, oublie physiques. ça, oublie ça. Je suis Les Bengals d'accord, sont mais du je pense bord. qu'ils vont en échapper une des deux quand même. Peut-être. Non, ouais, peut-être. Mais ça va dépendre où est-ce que les Bengals sont rendus dans leur saison. Là. C'est vrai, tu sais, parce un des matchs, c'est le dernier de l'année. Tu sais, c'est le dernier de l'année, puis il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de chance des Bengals, ils vont peut-être relaxer. Là. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ben c'est ça, les Steelers, tu sais, au final, c'est que c'est surtout une des équipes les plus complètes. En plus de l'entraîneur, c'est offensivement, Russell Wilson ne crée pas de revirement. Puis quand tu as une bonne défense comme ça, puis tu es capable de contrôler le cadran aussi avec ton jeu par la course, puis que là, soudainement, tu as ajouté le threat de la longue passe, ben c'est comme ça, il commence à avoir plusieurs éléments intéressants. Puis pour affronter les Chiefs, ils ont tout pour rivaliser avec eux. Ouais. Autant que Buffalo a ajusté sa recette en fonction de ce que les Chiefs, puis on en parlait plus tôt dans l'année, a ajusté son type d'équipe et leur façon de jouer en fonction de ce que les Chiefs ont fait comme ajustement il y a quelques années. Ouais. Que les Steelers, c'est un peu le même principe. Ils sont créés une équipe qui est capable de rivaliser avec n'importe qui, mais principalement aussi avec les Chiefs. Ouais, exact. Puis même avoir été capable de signer Patrick Queen des Ravens. Là. Ah ouais. Tu sais, la game la semaine passée, tu l'as vu là, que lui, genre, c'était comme un revenge game. Là. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, je le vois comme il était en one-on-one avec Zay Flower. Là. Mm-hmm. Il l'a suivi. Ah, il est vite en Pas par pas, Patrick Queen, là. Il jouait où, lui, avant, à l'université, te rappelles-tu? Il était à LSU. C'était un des genre 15 gars NFL dans la fameuse game LSU-Bama. Ouais, Il y avait lui, il y avait tellement de joueurs de stars NFL dans cette game-là. Ouais, c'était fou. Ouais, fait que écoute, ça c'est ça, puis on a un best bet en fin de podcast pour ce match-là. Next game. Prochaine game, Il y en a peut-être. d'autres, on va parler moins que d'autres, parce que c'est pas une grosse fin de semaine. On a comme highlighté 4-5 matchs. Là. C'est ça. Mais on a des best bets un peu partout. Parce qu'il y a bien des games rotters. Ouais, la première jeu dont nous allons discuter, 49ers contre les Packers. OK, 49ers-Packers. 49ers, c'est comme... J'ai l'impression qu'on a peut-être atteint un moment fatidique des 49ers, de genre... On dirait qu'ils sont vieux et sont fatigués. Tu penses pas que c'est juste un step back d'une année, peut-être? Le temps de comme rétablir autant la culture que avoir enfin un bon off-season où ils vont avoir plus de temps. Tu sais, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont une saison morte écourtée parce qu'ils ont du succès en séries éliminatoires. Ouais. Tu penses pas que c'est peut-être juste une année qui va se terminer plus tôt et qui va leur permettre de rebâtir un peu? Ben, écoute, peut-être. C'est juste qu'ils vont avoir un truc vraiment important à régler pendant la saison morte, c'est le dossier Brock Purdy. Ah, mais moi je pense que Debo, ils vont essayer de s'en débarrasser. Mais moi, je pense qu'ils voulaient s'en débarrasser l'année passée. Moi, je pense qu'ils voulaient se débarrasser de ce contrat-là, puis c'est pourquoi ils voulaient... C'est pour ça pourquoi ils aimaient autant Brandon Ayuk. Mais Brandon Ayuk a tellement eu une saison de morte de marde, il a pas signé de contrat avant tellement tard, ça a tellement été long, qu'ils n'ont pas pu se débarrasser de Debo, parce que sinon, on fait quoi? On n'a rien en arrière. Ouais. Fait qu'ils ont été obligés de garder Debo, mais moi, je pense que c'était clair dès l'année passée qui voulait un peu se distancer de Debo. Là. Au Super Bowl, c'était Brandon Ayuk, le gars. Là. Ouais. C'est pas Debo Samuel. Puis toute l'année, ça allait de plus en plus du côté de Brandon Ayuk. Puis ils ont repêché Ricky Parcell. Ouais, justement, un gars plus comme Ayuk que comme Debo. Ouais, puis après, il y a même Juwan Jennings qui joue super bien en ce moment avec la force de Ayuk. Là. Exact. Mais c'est le dossier Brock Purdy, moi, je pense, qui fait en sorte que où est-ce que les 49ers s'en vont. Puis fait que les 49ers me semblent un peu fatigués. Regarde ça, j'ai trouvé une statistique qui était vraiment intéressante. Le nombre de touchés par trip dans le red zone, OK? Le nombre de touchés par les équipes dans leur quand ils sont dans la zone payante, là, à l'intérieur du 20, OK? Cette année, savez-vous, c'est qui? Je vais vous donner 4 équipes, OK? 21 Dolphins. OK, on s'entend. Ils n'ont pas eu toi, mais ça reste Dolphins. Mike McDaniels, right? 26 Rams. 27 49ers, 28 Packers. C'est quoi la similitude de ces 4-là dans le bottom 10 de la NFL? Tout le même schéma offensif. Ouais. Right? C'est tout du Kyle Shanahan. Mm-hmm. Est-ce que la Ligue est en train de s'adapter à ce style-là? Est-ce que la Ligue a comme compris qu'est-ce qu'ils faisaient et là, sont comme moins menaçants? Ça aussi, ça peut paraître... Ça pourrait être comme à surveiller du côté des Niners parce que quand tu regardes, il n'y a pas... Tu sais, en ce moment, cette année, les Packers, ils sont pas si forts que ça against the spread. Ils déçoivent à chaque match. 49ers, même chose. Ouais, les deux, ils sont 4-6. Rams, même chose. Dolphins, même chose. Donc, 4 équipes qui suivent le même schéma offensif, qui déçoivent cette année les 4 contre la marge de victoire. Est-ce que les défensifs de la NFL sont pas en train de rattraper un peu ce schéma-là offensif? C'est là où je me demande peut-être que ça se passe là. Ça fait depuis combien de temps qu'ils essaient de rattraper ça? Genre 6 ans? Ben, je rejoins vraiment ce que tu dis parce que je crois que
inévitablement, les défensives sont capables d'amener des ajustements qui vont leur permettre d'avoir des blueprints qui ensuite peuvent être répétés. Puis, initialement, une première fois, tu vas voir, mettons, une formation, peu importe, des ajustements qui vont fonctionner, mais à force de le répéter, ben, ça se peaufine. Puis on l'a vu le même principe avec les Chiefs il y a quelques années, quand ils avaient leur grosse offense qui slignait la balle, puis qu'ils avaient tout leur tracé, puis leur schéma offensif qui était complexe. On a vu quand même éventuellement des équipes capables d'amener des ajustements puis venir bloquer ça. Même principe avec tantôt, tu parlais des Rams contre les Patriots. À ce Super Bowl-là, il y a un blueprint qui a été fait pour arrêter le schéma offensif des Rams à ce moment-là. Avec Gurley qui courait tout le temps à l'extérieur, ainsi de suite. Exact. Fait que c'est inévitable que ça se produise. Puis, comme tu l'as dit, avec les tendances qu'on voit, forcément qu'on est rendu là. On est rendu là en quelque part. Là. Je sais pas, tu sais, mais quand tu vois, c'est Niners 4 et 10 contre la marge de victoire, leurs 14 derniers matchs. Fait que ça fait 14. Dans leurs 14 derniers matchs, là, il y a seulement 4 fois qui ont excédé les attentes. Tu sais, c'est pas beaucoup, là. Puis Niners et Packers 4 et 6 cette année, comme a dit Parley tantôt, contre la marge de victoire. Donc, c'est pas deux équipes qui scorent fort cette année. Là. Même les Packers, 1-4 à leurs 5 derniers matchs contre le spread. Exact. C'est pas parce que Jordan Love était pas là nécessairement. Là. Il était là. Ouais, je pense qu'il en a raté un de ces matchs-là. Là, fait que... Puis Jordan Love, ben, s'il y en a qui l'a pris MVP de l'année, il est loin de là. Là. Il est pas pantoute sur une streak de vouloir faire ça. Là. Fait que moi, je pense que c'est deux équipes qui doivent se redresser d'ici la fin de l'année, s'ils veulent espérer, parce que c'est deux équipes que je pense beaucoup de monde voyait aller loin en séries éliminatoires. Eh oui, pour plusieurs, c'était le NFC Championship, ça. Exact. Donc, les Niners, c'est pas mal c'est quasiment un win or go home là, dans la division qu'ils sont. Là. Ouais, c'est serré en tabarouette. C'est juste que ils ont perdu, je pense, contre chaque adversaire de la division. Ouais, puis aussi, tu sais, s'ils perdent cela, il y a les Seahawks qui jouent contre les Cards. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il va avoir une victoire dans une de ces deux équipes. Fait qu'ils vont prendre encore plus d'écart sur les Niners. Exact. Ça peut être notre prochaine game dont on parle, mais Kyler Murray a été en congé toute la semaine. mais donc... tu joues à Call of Duty? Je sais pas, là. Je sais comme plus, mais je sais qu'il était à New York manger de la pizza. Ah, je l'ai vu, man. C'est ça. Il a mangé du fast-food toute la semaine. Ah, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Tantôt, j'allais me chercher une patate rouge, puis elle était une bonne. J'ai passé devant en plus tantôt, je me dis, ça a l'air bon, man. Je me suis dit, t'as bien fait. Mais donc, ouais, petite prédiction, t'as-tu. Parce qu'au final, c'est deux équipes qui s'affrontent cette semaine, là, malgré leurs problèmes, puis. Petite prédiction? Petite prédiction. Moi, je pense que les Packers vont gagner. Je pense que les Packers vont gagner contre les 49ers. Tu penses vraiment que c'est fini pour les... Ben, pas fini pour les Niners, mais... Je pense que cette année, c'est dead pour les Niners. Là. Je pense pas que c'est leur année pantoute. Mais McAfee a l'air d'avoir perdu un step. Peut-être que c'est juste sa blessure qui était pas réglée à 100% et qu'ils ont voulu le ramener plus tôt. Non, mais tu sais, Debo a pas la même efficacité qu'il avait depuis les dernières années. Ayuk est pas là. Kittle joue pas. On sait pas trop s'il joue. Je pense qu'il va jouer cette semaine. McCaffrey sort de sa blessure. Trent Williams joue pas au même niveau qu'il jouait avant. Tu sais, je pense qu'ils ont un petit peu de... Ils ont eu beaucoup de blessés en défensive aussi, là, plein de blessés en défense. Nick Bosa, pas sûr qu'il joue. Hufanga blessé pour l'année. Tu sais, ça fait beaucoup de monde qui perd. Il y a aussi Chenvis Ward qui son enfant est mort genre récemment, qui est comme pas de retour encore. Non, ils l'ont dit, il joue pas cette semaine non plus. Non, fait que tu sais, à un moment donné, c'est too much. Là, oui, ça fait beaucoup. Là. Puis Packers, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. C'est juste qu'ils jouent en delà des attentes, mais la ligne est à -2. Moi, je prendrais les Packers pour gagner puis couvrir. Prochain match, on en a brièvement, on a commencé à aborder le sujet. Cardinals, Seahawks, match de division. Une division qu'à chaque semaine, on ne sait jamais vraiment qui va l'emporter. Ouais, exact. Ça flip-flop depuis le début de la semaine entre Seahawks favoris, Cards favoris à -1. Les deux, ils flip-flop depuis le début de la semaine. Cards sortent d'un bye week. Seahawks se sortent d'une grosse victoire contre les Niners, justement. Ouais, les Seahawks, c'est comme un peu dans ma tête les Falcons. Genre, j'aime pas ça. Ouais, non, non plus. Je sais pas comment ils vont jouer. Chaque semaine. Les Falcons aussi. Hein. Non, t'as bien raison, mais... Les Falcons et les Seahawks, je les mets dans le même bateau. Soit ils vont avoir l'air de... Les Falcons. Soit ils ont l'air de la meilleure équipe dans la NFL, soit ils ont l'air de la pire équipe dans la NFL. Ouais, exact. Ben, les Seahawks, leur plus grosse game de l'année, leur plus grosse victoire de l'année, c'est clairement contre les 49ers la semaine passée. Ouais. Sortaient d'un bye week. Fait avantage du côté des Seahawks de ce côté-là. Mais, tu sais, je veux dire, ils jouent pas nécessairement... Ils jouent pas nécessairement au-delà des attentes qu'on aurait pu avoir des Seahawks. Surtout qu'ils ont commencé l'année 3-0. Tout le monde les mettait un peu sur un trop gros piédestal. Moi, je me disais, attends, là, c'est pas... premièrement, ils avaient joué personne. Deuxièmement, Geno Smith, ça reste Geno Smith. Là. À un moment donné, il faut arrêter de se compter des bobards. Geno Smith. Tu sais, puis, toi, Seahawks, 2-5 contre le spread à leurs 7 derniers matchs. 1-6 à leurs 7 derniers matchs.
De l'autre côté, t'as les Cards qui ressortent d'un bye week. Puis c'est con, mais tu sais, quel genre de bye week ils vont avoir sur une équipe jeune? Est-ce que ça va leur faire du bien? Est-ce que ça va les ralentir? Est-ce que Kyler Murray s'est pété toute la semaine? Il est allé à New York manger de la pizza. Il a-tu fumé plein de weed avant? Il était à SQDC toute la fin de semaine? Il a-tu joué genre à Call of Duty toute la semaine? Je sais comme pas non plus. J'ai comme pas envie de vraiment parier sur cette game-là. Non. Mais les Cards sont clairement une meilleure équipe que les Seahawks, je pense. Ouais. Puis ils sont 5-1 à leurs 6 derniers contre le spread. OK. Ouais, c'est ça. Ils sont en feu. Ils sont en feu en ce moment, les Cards. Mais fais-tu confiance aux Cards tant que ça? Pas tant que ça, non. Sauf que si tu me demandes de choisir, je prends les Cards. Ouais, moi aussi, c'est ça la fin. Mais... Parce que s'ils jouent comme ils ont joué dernièrement, ils sont très solides, là. Ils sont très, très solides. Puis t'as une défensive qui est de mieux en mieux, puis t'as Kyler Murray qui a tout arraché depuis après un mois, là. J'ai une question pour vous depuis le début de l'année. En plus, on en avait parlé, tu sais, il y avait comme le calendrier plus tough de la NFL au début. Là, ça s'est ralenti. T'allais prendre ces biscuits de l'avant, là. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une question pour vous deux. Parce que les Seahawks, c'est une équipe qui, je trouve, que est dans une situation particulière dans la NFL. Ce que je veux dire, c'est que tu peux comprendre, en général, où se dirige la majorité des organisations, vers quel parcours ils se dirigent. Je trouve que les Seahawks, c'est une équipe qui, présentement, est dans un gros entre-deux. Tu sens pas qu'ils sont en reconstruction. Tu sens pas qu'ils essayent, mettons, de gagner tout de suite. Ils sont pas comme dans une transition. C'est une équipe qui, j'ai l'impression, veut être compétitive. Ouais. Un peu comme les Steelers, peut-être, au cours des dernières années. Un peu comme le Canadien de Montréal de 2000 à 2015. Pas le clip. Non, mais quand même, là, on va se le dire. Là. Quand on jouait avec Yann Boulis, là, ça pour moi, c'est Tyler Lockett puis Geno Smith. Ça y est. Sergei Zoltok. Ouais. Alexander Perezagin. Ouais, ça, là. Ça, c'est du Kenneth Walker, tout craché, ça. Mais donc, ça pour dire, je vais avoir votre opinion un peu sur les Seahawks parce que je regarde les autres équipes, mettons, dans la NFL, puis je peux comprendre un peu où est-ce qu'elles se dirigent, elles sont dans quelle phase de reconstruction, peu importe. Peut-être à part les Cowboys, qui eux, c'est encore un point d'interrogation. Mais tu sais, mettons, les Jets ont déjà fait des moves, on sait un peu plus vers quoi ils vont se diriger. Quand on regarde les Seahawks, vous en pensez quoi de cette organisation-là, puis où est-ce qu'ils y sont présentement? Ben moi, j'ai été très étonné qu'ils ont laissé partir Pete Carroll, là. Je trouvais que... Déjà là, je trouvais ça très étonnant de laisser sortir Pete de là. Pas comme s'il avait vraiment mal fait dans tout son... toute son règne d'être coach là-bas. Est-ce qu'il prenait trop de place? Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, il voulait récupérer un peu plus de place pour le GM pour opérer cette équipe-là. Pas une vilaine équipe qu'il y a sur le terrain. Là, les Seahawks, c'est une très bonne équipe qu'ils ont sur le terrain. Mais je t'avoue que moi aussi, j'étais un peu perplexe par rapport à... C'est quoi le plan d'avenir des Seahawks, tu sais? Exact. Qu'est-ce qu'ils ont... Pourquoi ils n'ont pas repêché un corps dans les dernières années en... Tu sais, ils faisaient vraiment confiance à Geno Smith. Pour ça, je te parle du Canadien, mais c'était un peu patcher des trous, moi, je trouve, ce qu'ils ont essayé de faire. À la place d'essayer de trouver une solution à long terme. Mais puis ils ont un coach défensif. Fait qu'ils sont allés chercher Mike McDonald, le jeune prodige coach défensif des Ravens, qui était à Michigan avec Jim Harbaugh, qui est revenu avec les Ravens après avec John. Mais... un coach offensif, c'est pas vraiment le meilleur bet pour... C'est dans leur structure, là. C'est dans leur structure d'organisation de vouloir être plus défensif qu'offensif. C'est ça qui ont eu du succès. Mais pourtant, tous leurs meilleurs joueurs sont à l'offensive ou à peu près. Ouais. Avec un carrière qui est pas capable de les mener vraiment comme... ils n'ont pas un Kyle Shanahan pour faire en sorte que Geno Smith soit extraordinaire comme il fait avec Brock Purdy, là, C'est Grubb, je pense, le coordinateur à l'attaque là-bas. C'est l'ancien qui était à Washington l'année passée avec Michael Penix. Fait que, tu sais, c'est ça qui est drôle. Tu vas chercher Grubb, qui était à Washington, qui était un gros gars de passe, en fait. Puis, qu'est-ce que t'aimes faire à Seahawks? T'aimes courir la balle. Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'avoue que moi aussi, au niveau de la structure de l'organisation, je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Mais tu sais, ça, c'est comme draft Jackson Smith et Jigba quand t'as Tyler Lockett et DK Metcalf aussi. Là. Pourquoi c'est ça? Pourquoi tu rajoutes ça quand t'as Geno Smith qui lance la balle puis t'as un schéma défensif comme équipe? C'est ça que je comprends pas vraiment. T'adresses-tu vraiment comme les gros problèmes de l'équipe? C'est pour ça que je trouve que c'est difficile à suivre comme organisation présentement. Non, t'as bien raison. Donc, maintenant, on est tous d'accord pas mal sur Cardinals qui gagne celle-là. Ouais. Prochain match, quand même intéressant, les Eagles contre les Rams. Ouais, Eagles-Rams. Écoute, les Eagles jouent du très gros football depuis leur bye week de la semaine 5, je pense. Fait que pour moi, c'est pas une équipe
auquel je ne savais pas à quoi m'attendre des Eagles depuis le début de l'année, mais force est d'admettre qu'ils m'impressionnent beaucoup depuis justement la semaine 5. Tu vois, depuis la semaine 5, première défensive de la NFL pour EPA, donc Expected Points Added, fait que c'est un peu la meilleure défensive depuis la semaine 5 pour ce qui est en défensive. Ce qu'on veut dire par EPA, c'est que par exemple, un jeu, mettons, aurait dû donner 10 verges, ils en ont donné genre 7. T'sais, d'après les statistiques avancées, ils ont toujours réussi à donner le moins de verges possible dans une situation précise. Fait que première défensive de la NFL pour le EPA et Success Rate. Meilleure performance par la passe des Rams la semaine passée, contre qui ils vont jouer, mais c'était contre la 31e meilleure défensive de la passe de DVOA de la NFL, qui est celle des Patriots. Puis, c'est toujours un match où tu as une équipe de la côte Est qui voyage à la côte Ouest pour un match du soir. Ça, je trouve ça assez... Moi, j'ai essayé ça comme joueur, par exemple. Là. Fait que les Eagles, en ce moment, favoris à moins 2,5, je serais quand même excité de les prendre à moins 2,5 parce que je pense ils jouent du très bon football récemment. 8-2. Les Eagles sont 4-1 ATS à leurs 5 derniers matchs. Puis les Rams, ils sont 0-5 dans les 5 derniers contre les Eagles ATS. Ouais, c'est intéressant ça. Puis ça va être un gros test aussi pour l'attaque au sol, la défensive de l'attaque au sol des Rams contre celle des Eagles. Là. Puis je pense que les Rams mettent beaucoup de pression sur le corps arrière, mais c'est pas... Probablement les Eagles ont la meilleure ligne à l'attaque de la ligue. Puis leur bloqueur Lane Johnson, puis... le bloqueur à gauche, le Hawaïen, j'ai oublié son nom, là. Les deux jouent Mouafata ou je sais pas quoi. Là. Les deux vont jouer en fin de semaine. Ils sont pas sur la liste des blessés. Ah, mais c'est clairement le plus gros test de l'attaque aérienne des Rams depuis le début de l'année. Là. Exact. C'est genre... Puis ils ont une jeune défensive qui joue bien. Le seul truc que je me dis qui pourrait fonctionner, c'est que Cooper Kupp, il se line dans le slot 75% du temps. Puis je suis pas prêt à dire que c'est le weakness des Eagles. Personnellement, défensivement, il y en a pas. Mais des Eagles, ils en avaient beaucoup au début d'année, mais là, mais récemment, s'il y a un weak link, mettons, genre, tu sais, j'aimerais mieux pogner Cooper DeJean à l'intérieur que les deux corners qu'ils ont à l'extérieur. Ouais, mais Cooper DeJean, en ce moment, joue comme un des meilleurs corners de la ligue quand tu regardes sur PFF. Mais j'ai hâte de voir contre Cooper Kupp, là. Ouais, contre Cooper Kupp, puis oublie pas non plus que Quinlan Mitchell, ils ont été chercher Cooper DeJean, qu'ils disent, mais Cooper DeJean. En deuxième ronde, je pense, ils ont été chercher Cooper DeGenerate serait un bon candidat pour notre podcast. Puis sinon, Quinlan Mitchell, qui, je pense, jouait à Toledo, c'était leur choix de numéro 1 première ronde. Puis lui, il n'a pas eu un gros début d'année, mais depuis les dernières semaines, là, il est lockdown corner, là. Genre Sauce Gardner Material il y a 2 ans, là. Quinlan Mitchell, moi, c'était mon numéro 1 corner cette année dans le draft. Puis, fait que là, ils ont Quinlan Mitchell, Cooper DeJean, 2 jeunes gars de première année qui jouent top 10 corner de la NFL pass coverage en ce moment. Ça va être tough, ça. Fait qu'ils peuvent en mettre un sur l'autre. Cooper Kupp contre Cooper DeJean, c'est genre la guerre des white guys. Ouais. Ça serait insane. The ultimate white fight. Ça serait incroyable. Un receveur, l'autre corner, 2 gars qui ont aucunement leur rapport avec la couleur de leur peau. Ils vont juste se battre comme des malades pour prouver ça va être qui le ultimate white guy. Ouais, tu sais, l'autre début qu'ils ont, c'est Darius Slay, là. C'est pas mauvais non plus. Ouais. Tu les envoies à Fear Factor. C'est pas aussi bon qu'il était, mettons, il y a 3 ans, là, mais... The Reed Blankenship aussi, hein. Les Eagles, ils ont deux DB blancs partant sur leur receveur. Ça, tu les envoies à Fear Factor, c'est il y a de quoi les aimer, là. C'est comme Jackie Robinson, ça, pour nous. Ouais, c'est ça, c'est nos Jackie Robinson. Exact. Fait que vos prédictions, vous vous rappelez de ça? Juste pour finir là-dessus, il y avait Josh Allen sur un podcast qui avait dit qu'il y avait le milk check. Vous rappelez-vous de ça? Le milk check. Ouais, c'est que si un blanc était sur un black, il envoyait ça au black. Tu sais, c'était milk check. Il disait milk check. Puis là, mettons, il y avait comme un de leurs receveurs noirs sur genre un linebacker blanc de l'autre bord ou un safety. Mais il appelait ça milk check. C'était juste comme t'as un option route sur le blanc, man, parce que c'est sûr que tu le bats. C'est incroyable. Milk check. Ouais, milk check. Excellent. Fait qu'il y a next. Prochaine game, on y va avec Raven. Raven Chargers, c'est vrai que c'est lundi soir. Par exemple. On peut se le garder pour lundi soir, donc peut-être l'autre match qui peut être intéressant. Vikings contre les Bears. J'ai un best bet Ravens Chargers par exemple. On va le donner aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas le donner lundi. On n'a pas le droit de lundi. Fait que next. C'est interdit. Donc Vikings Bears. OK. Vikings Bears. Ben moi je pense que les Bears. À vrai dire, je pense que les Vikings sont comme sous-estimés en ce moment, je pense, dans ce match-là, à cause qu'ils ont...
sais, les Bears ont comme un hype autour d'eux autres. Ça reste que c'est Caleb Williams. Moi, je pense que les Vikings, c'est encore une excellente équipe de football. Je pense que dernièrement, il y a eu un petit hype sur les ben, pas nécessairement sur les Bears, mais je trouve que il y a eu comme quelques matchs des Vikings qui ont laissé un peu tout le monde sur leur fin en disant « Ah, ben c'est-tu, on a-tu eu le meilleur des Vikings depuis le début de l'année? » 23-13 contre les Titans, c'était pas nécessairement la game que les gens s'attendaient. 12-16 contre les Jags, c'est pas nécessairement le match dont les gens s'attendaient. Fait que je pense que de ce côté-là, défaite contre les Rams aussi quelques temps avant. Je pense que de ce côté-là, les Vikings déçoivent un peu depuis un mois et quelques, mais reste que les Vikings sont... Ils ont quoi? Ils ont 3 défaites, that's it? C'est quoi leur fiche exactement en ce moment, là? Les Vikings, ça me semble, sont 8-2. 8-2. Ils sont 8-2. Fait qu'ils ils déçoivent un peu sur le spread depuis un mois, mais reste qu'ils sont 8-2. Fait que, tu sais, d'un autre côté, puis j'ai un best bet aussi là-dessus pour les Vikings dimanche. Ouais, puis Caleb Williams n'a pas lancé de passe de toucher depuis Week 6. Week 6, c'est pas... tu sais, je veux dire, le gars Thomas Brown, là, qui sont allés chercher pour être le nouveau coordinateur à l'attaque, c'était l'ancien coordinateur à l'attaque des Panthers l'année passée. Tu sais, pour lui qui a formé Bryce Young. Je pense que moi, je pense que les Bears, c'est pas une équipe qui va aspirer à grand-chose cette année. Puis je pense que les Vikings, justement, doivent... Eux autres, ils savent qu'ils doivent mieux jouer que ça. T'sais. Les Bears, ils essaient juste de bien jouer, en fait. Là. Mais c'est un must-win pour les Bears, par exemple. Puis la cote est à moins 3,5. Ouais, mais les Bears sont done, là. C'est fini. Ouais. Non, c'est sûr qu'ils sont done. C'est fini, pour donner un peu d'espoir à leurs fans. La seule équipe qui veut gagner ce match-là, c'est les Vikings. Parce qu'eux autres, ils compétitionnent contre les Lions dans leur tête, contre les Lions, contre les Packers, contre les Browns. Ils compétitionnent contre les grosses équipes. Les Bears, ils compétitionnent contre... Ils essayent juste de compléter des balles. Là, contre les géants. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que j'aime beaucoup les Vikings dans cette game-là. Puis j'ai un best bet là-dessus qui est vraiment intéressant sur un peu la façon que Brian Flores va jouer Caleb Williams. Si tu serais un GM de la NFL, puis t'as le premier choix, est-ce que tu prends Caleb Williams? Comme si je pouvais le répéter? Ouais. Mais je l'entoure pas de Matt Eberflus, par exemple. Tu sais, j'essaie d'aller chercher Ben Johnson. Là. Ben Johnson puis Caleb Williams ensemble, je serais dans toi, non? Ben, c'est exactement comme tu viens de le dire. Comme c'est facile de juger après un an. Ouais. Tu sais, s'il y aurait eu Ben Johnson, est-ce que ce serait la même affaire? C'est ça, exact. Tu sais, de l'autre côté, t'as Jalen Daniels qu'on lui donne Cliff Kingsbury, qui était d'ailleurs le coach avec les carrières de Caleb Williams à USC. Ouais. Mais tu sais, c'est pas fait non plus. Là. Je pense qu'on en a parlé lundi, mais Cliff, depuis le début que ce gars-là est coach, là, sérieusement, là, début d'année extraordinaire, fin d'année désastreuse. Ok, puis les 3 autres, Knicks, May et Daniels, tu les classerais dans quelle ordre? Ben moi, j'aurais... En ce moment, ou comme si je reviens en arrière? Tu reviens en arrière. Si je revenais en arrière, j'aurais mis Caleb Williams 1. J'aurais mis... moi, perso, là, j'aurais mis Caleb Williams 1, Drake May 2, Jalen Daniels 3, Bo Nix 4. C'était ça, moi, que j'avais. Mais c'est quand même toute une classe de carrière. Là, toute une classe de carrière. Puis ça revient à, tu sais, pourquoi est-ce qu'une équipe n'a pas pris un carrière à ce moment-là, comme genre les Giants, passer à côté de ça, pourquoi, tu sais? Pourquoi t'as pas pris un carrière à ce moment-là? C'est Bonix est sorti 12e, là. 12e, puis je pense que, tu sais, même les Raiders, Brock Bowers est sorti quoi, 11e? Ouais. Fait qu'ils auraient pu prendre Bonix. Tu sais, à un moment donné, là, genre... Mais c'est ça, tu sais. Puis là, tu regardes l'année prochaine, c'est comme on peut parler des Cowboys tantôt ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a d'autres équipes qui, là, cherchent des carrières. Pourquoi t'en as pas pris un repêchage passé? Ils étaient tous là. Puis là, il y a Michael Penix qu'on a à peine vu aussi. On a même pas vu. Puis tu sais, c'était un... Puis les quelques balles qu'il a signées la semaine passée, là, c'était comme... Ouais, lui, j'ai hâte de le voir. JJ McCarthy, je suis un peu moins convaincu, par exemple. Complètement. Ça fait quand même plusieurs bons corps arrière, là, quand même. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que c'est comme Tom Brady disait, tu sais, on a des carrières qui sont bons, mais qui, depuis qu'ils ont genre... Tu sais, mettons qu'on parle de Caleb Williams, c'est un bon exemple, mais tu sais, depuis qu'il a comme 8 ans, là, ce gars-là, il joue pas en dessous du centre. Tu sais, puis là, il arrive dans la NFL, puis... Tu sais, jouer en dessous du centre, faire une feinte à ton joueur, faire une feinte, essayer de lancer la balle après. Tu sais, ça, c'est du carrière de la NFL. Juste t'aligner en shotgun puis penser que tu vas compléter 39 balles dans la game, là, oublie ça, là, les défensives sont trop fortes. Là. Ah, mais c'est comme on le disait, là, NCAA, c'est rendu... Tu sais, eux, ils disent pas on va le développer pour la NFL. Non. C'est on va le développer pour nous, pour qu'on gagne. Là. C'est ça, exact. Puis c'est pour ça que je pense que c'est encore plus important de, peut-être maintenant,
la NFL reste la NFL. T'sais, les défensives, les coordinateurs défensifs sont trop forts pour juste faire ce que tu fais à l'université. Ben, de juste comme asseoir ton carrière au moins 1 an, puis au moins l'entourer d'un coordinateur offensif qui a de l'allure pendant un bout de temps. C'est ça que je pense qu'ils doivent être faits. Fait que du côté des Bears, ben là, ils vont avoir raté 1 année, mais ils doivent se trouver un coordinateur offensif. Mais je pense que Williams a tous les atouts. Il est extraordinaire, ce gars-là. Là, je trouve qu'il fait plus 6-1 que dans la NCAA, par exemple. Il a de l'air plus petit, genre. T'sais, là, vraiment, je trouve qu'il a de l'air vraiment petit quand même comme corps dans la pochette quand je regarde Justin Herbert, mettons avec les Chargers. Là. OK, next. On va aller vite pour le reste parce qu'il faut arriver à nos best bets. Yes, Lyon contre les Colts. Lyon contre les Colts. Pas grand-chose à dire là-dessus. Lyon, je pense qu'ils sont... Dan Campbell, c'est une bête. Là. 70,3% against the spread depuis qu'il est dans la NFL. Je trouve qu'ils ont même trouvé une façon d'être moins agressifs qu'ils étaient dans le passé pour se tirer dans le pied. Lyon, c'est comme on l'a dit au début du podcast, c'est la meilleure équipe de la marche de victoire depuis le début de l'année. Les Colts aussi, par exemple, les Colts surprennent à chaque semaine. Puis... écoute, c'est Anthony Richardson. Moi, je suis pas vendu sur la cote des Lions à -7. Je pense que les Colts, c'est une des meilleures équipes de la NFL pour couvrir le spread. Mais encore une fois, quel genre d'Anthony Richardson on va avoir? C'est ça la question. T'sais, on va-tu avoir celui de la semaine passée contre les Jets? Ça, tout le monde est capable d'être bon contre les fucking Jets. Ou on va avoir celui en début d'année qui n'était pas capable de compléter genre plus que 8 passes dans une game, tu sais. Mais moi, je pense qu'Anthony Richardson, bien coaché par Shane Steichen, ça peut être une bonne bébite de foot. Peut-être que ça prenait les Jets pour revivre ça. Le relancer, ouais. Mais il y avait de l'air d'être relancé en tabarouette dans la game. J'ai de la difficulté à y croire, là, mais je veux pas être pessimiste avec Richardson, mais t'es pas vendu Richardson? Non, vraiment pas. Moi, je suis un peu vendu Richardson, je dois le dire. Ouais, genre, mais vous aimez son talent brut. Ouais, exact. Mais t'as-tu comment il a baissé le casque dans la zone en plus, là? Oui, il a défoncé Jalen Mills, là. Mais de là à ce qu'il soit déjà prêt, moi, c'est plus ça. Je veux pas dire que j'y crois pas qu'éventuellement, sur en même temps, un peu comme dans d'autres sports, la NFL n'est pas tant une ligue de développement. Non. Puis, à quel point est-ce que les équipes vont être prêtes à lui donner du temps? Je pense même pas que c'est avec les Colts qu'il va finir par avoir du succès. Souvent, ça va peut-être prendre une deuxième ou une troisième équipe où il va être rendu à 5 ans d'expérience de millage, à voir les systèmes, à voir les défensives, etc. Fait que, j'ai l'impression que c'est peut-être même pas avec les Colts où il va avoir du succès là, éventuellement. Ben moi, ce qui me donne espoir de ça, c'est que Shane Steichen, qui est le coordinateur à l'attaque et le coach en chef, il l'a fait avec Jalen Hurts. Ouais. Je trouve que Jalen Hurts et Anthony Richardson se ressemblent beaucoup, tu sais. Mais Hurts, c'est peut-être un peu plus capable de lancer à l'intérieur puis de lancer des tracés de 15-20 verges. Il est peut-être un peu plus avancé que Richardson, mais Richardson... C'est à Alabama aussi. Richardson fait d'autres affaires que Jalen Hurts, c'est pas capable de faire. Là, quand tu gagnes courir avec la balle, là, Jalen Hurts, c'est un push. C'est un touche-push, l'autre, c'est genre... T'as un truck push. Un truck push. Un truck push. OK, next. Prochain match. On va y aller avec Cowboys Commanders. OK, Cowboys Commanders. Moi, je pense que les Cowboys, c'est une des pires équipes de la NFL en ce moment. Oui. Point final. Oui. Point final. Je sais pas, par exemple, je toucherais pas aux Commanders moins 10, là, ça, j'y toucherais pas. Mais tous les favoris de 10 ou plus cette année, ils sont rendus 4-0 ou 5-0. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est ça. Contre le spread? Ouais. Aïe. 4 ou 5-0. Je le trouve plus dans mes notes, mais je pense que c'est 5-0 cette année. Ouais, puis les Cowboys n'ont pas gagné un match à domicile encore en 2024. Ouais, mais le match, il est pas... C'est quoi la stats que tu me disais tantôt, parler là, des Cowboys? Ah, ouais, oui. Il y a deux équipes qui ont plus ou autant de touchés que les Cowboys au AT&T Stadium. Il y a les Saints. Ouais. Les Saints sont premiers dans la NFL pour les toucher là-bas avec 6. Wow. Après, deuxième à égalité, c'est les Lions et les Cowboys avec 5. Oh my God. Non, les Cowboys. Ah, mais tu sais, ça, je l'ai dit lundi, c'est la seule équipe dans les 4 grands sports d'Amérique du Nord à pas avoir gagné à domicile cette année. Puis je pense pas qu'ils vont gagner. Non seulement pour la saison 2024, mais l'année passée aussi en playoffs, ils se sont fait défoncer par les Packers. La seule chance, c'est de battre l'année, le calendrier complet de 2024, ils n'ont pas gagné une fois à domicile encore. La seule chance, c'est peut-être de battre les Giants. Ah, c'est ça. T'enverrais-tu Deion Sanders aux Cowboys? Non, mais là, ils viennent de land le number 2 prospect. Fait que Deion reste à Colorado. C'est sûr. Parce que si ce gars-là, il commit là, il commit pas. Genre, Deion, il a dû dire quelque chose. Moi, je pense qu'il veut gagner un championnat là-bas. Le deuxième, juste pour dire, le deuxième prospect overall pour la NCAA vient de
se commettre à Colorado. Ouais. Puis il y a une image de Shedeur qui donne les clés, genre de je sais pas quoi au gars. T'as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu. Le gars est assis sur un trône, puis Shedeur il donne les clés. Mais en plus, il a annoncé ça sur le Pat McAfee Show. Ouais, je sais. Les clés du Foothouse. Les clés exact, du Football House. Ouais. Prochaine game, on y va avec Broncos Raiders. On rentre dans les gros affrontements. Là. Ouais, c'est ça. Ben, allons-y vite là-dedans parce qu'on veut garder ça. On est rendu à combien de temps, là? Il nous reste peut-être 6 minutes. Ouais, c'est ça, ok. Broncos Raiders, moi j'ai un best bet là-dessus, je peux le garder pour la fin. Bo Nix est en feu, les Broncos, je pense, jouent très très bien, puis les Raiders sont atroces. La seule affaire qui me stresse, c'est Antonio Pierce, je pense qu'il est toujours au courant de couvrir le spread parce qu'il va essayer de garder sa job. Ouais. Mais sinon, je pense que j'aime beaucoup les Raiders dans ce match-là. Les Broncos dans ce match-là. Titan Texan. Titan Texan, fuck, alors rien à dire là-dessus. C'est sûr, je regarde pas ça, c'est quelqu'un qui regarde ça. Mais non, moi, ben là, Patriote Dauphin. Titans, pire équipe de la NFL against the spread cette année. Ils sont 1-9, les Titans. Est-ce que la seule fois qu'ils ont couvert, c'est contre les Vikings? Ça se peut, ouais. Ça se peut, t'as bien raison. Faudra regarder ça. Les Texans, c'est une équipe qui court beaucoup le ballon. Puis les Titans, donc les Texans en moyenne 95,5 verges au sol avec Joe Mixon. Les Titans donnent 113 verges au sol dans ces matchs-là. Ouais, mais les Texans, ils ont pas couvert un spread de 7 points ou plus depuis 2020. C'est intéressant, ça. Quand même. Puis le under 8-2 cette année des Texans. Exact. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est excellent, ça. Et les Texans sont 9-1 contre le spread en première demi cette année. Meilleur dans la NFL. J'aime les deux, hein. On en prend ça dans nos best bets? Ouais. Ça a l'air ça, hein? Okay. Confirmé on the spot. OK, next. Patriote contre les Dauphins. OK, Patriote, Dauphins. Ben moi, je pense que les Dauphins sont bien meilleurs depuis que toi es revenu. Là. Je pense qu'ils sont très, très bons. À mon grand désarroi. Ouais. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils étaient. Les Pats, moi, je trouve que Drake May est bon. Là. Moi, je trouve que Drake May est excellent. Ouais. J'ai pas envie de toucher à cette cote-là. Pourtant, les Pats ont toujours eu de la misère quand ils jouent à Miami. Toujours. Surtout quand ils commencent à faire fret à Boston, puis chaud encore à Miami. Ouais. T'arrives à Miami, t'arrives là, il y a des palmiers partout, des chemises avec des fleurs dessus comme ça, la pepper. T'as-tu vraiment envie de jouer dans la game de foot? T'as juste envie de relaxer à la plage. Les Dolphins, ils sont 1-4 ATS comme home favorite cette année. Ouais, mais c'est pas avec toi. Ah, ça doit être moitié-moitié. Moi, c'est les passes qui gagnent. Next. Buccaneers Giants. Buccaneers Giants, c'est Tommy DeVito qui joue, donc je prends absolument les Bucs pour gagner et le spread. Chiefs Panthers. Mike Evans de retour aussi, hein, ça peut être un bon prop, ça. Mais tu sais, quand même, DeVito, l'année passée, il est allé 3-3. Ouais, Daniel Jones, il est allé 3-13 ou 3-13 dans les 16 derniers. Je sais, on l'a vu jouer, Tommy. Ah non, 100%. C'est juste ils ont du film de lui, là, avec la même équipe en plus. Panthers Chiefs. Ben écoute, celle-là, là, je peux pas croire, mais... là, la ligne est à moins 11 du côté des Chiefs. Je pense que les Chiefs ont perdu leur première la semaine dernière. Pacheco devrait revenir. Pacheco est censé revenir, il a pratiqué. Est-ce qu'avec Pacheco, tu marques plus que 11 points que l'adversaire? C'est ça la question. Tu vas courir la balle. Pas mal sûr que oui. C'est comme la même stat. Les double-digit favorites cette année sont 5-0. Ils sont 5-0. Ouais. Mais Mahomes il est jamais capable de couvrir une ligne en haut de 3. Ouais, mais contre les Panthers, ça va être le moment. Contre les Panthers, ils ont perdu la semaine dernière. Une défaite, là, ouais. J'ai l'impression... Une défaite, vont aller claquer les Panthers qui viennent de connaître 2 victoires puis un bye. Festiclac. Je sais pas. Travis Kelce va sûrement aller chercher 100 verges dans ce game-là. Je sais que ça, c'est un pros versus Joe's game. Là. Tous les pros mettent l'argent sur les Panthers en ce moment. Tout le monde. Sûr. Tout le monde avale le bet à 11 puis ils sont comme on va y aller avec les Panthers. Fait que, ouais, next. On a fait le tour. On a fini? Oui, on a fait le tour. Wow. Wow, félicitations. On est déjà rendu à nos best bets. Oui. Mon moment préféré de la fin de semaine. OK, Parley, tu veux commencer avec un best bet à toi? Ou j'y vais? Vas-y. OK, moi, je prends les... laisse-moi juste revenir pour que j'aille la bonne game. Steelers-Browns? Ouais, je peux commencer par Steelers-Browns. En fait, à cause de la température, j'ai déjà parié sur Nick Chubb en haut de 14,5 portées. Fait que ça, je l'ai déjà, la cote, je l'ai pris à 1,95. Fait que ça, j'ai déjà cette cote-là de prise. De l'autre côté... de l'autre côté, ouais, j'avais-tu quelque chose Steelers-Browns à part de ça? Ben, les Steelers, ils ont jamais gagné un Thursday Night Away Divisional. C'est ça. Dans leur histoire, 0-7, puis sous Mike Tomlin, 0-5. Exact. Donc ça, c'est gros quand même. Tu sais, c'est un match facile de se dire que pas capable de gagner Thursday Night. Les Browns sont nuls, nanana. Ouais. Sauf que, tu sais, c'est le genre de match que je me dis... Un petit parlay, ça pourrait être under
Browns plus 3,5, Nick Chubb over 14.5 rushing attempts. Ouais. Ça pourrait être intéressant, c'est un petit parlay s'il y en a qui veulent l'essayer. Il fait mal, mais moi je pense que c'est ça quand tu regardes la cote de Mike Tomlin au Thursday Night, la température. Puis la semaine passée, j'avais pris Nick Chubb en haut de 60,5 verges. Finalement, il l'a pas eu. Mais quand tu regardes la température, ils devraient donner la balle à Nick Chubb de plus en plus à chaque semaine. Ouais, la semaine passée, il a couru 11 fois dans une game qui n'était pas là. Puis il avait pas besoin de courir. Fait que le 14,5, moi aussi, Moi aussi, je pense qu'il y a de l'air pas pire. Fait que ça, c'est un best bet pour celui-là. OK, sinon, moi, j'en ai un sur les Bears. Bears-Vikings. Donc, moi, je prends les Vikings pour couvrir le spread parce que... Ou sinon, vous pourriez prendre Minnesota first half, -2. Vikings, première demi. Défense, deuxième dans la ligue. 10e, deuxième demi. Puis les Bears, première demi. 13e de la ligue et deuxième demi, 4e. Donc, c'est une défensive qui s'adapte bien en deuxième demi à cause de Matt Eberflus, qui est un des bons coachs défensifs de la NFL. Puis de l'autre côté, tu as les Vikings qui est une des meilleures défensives et offensives de la NFL en première demi. Fait que moi, je trouve que Minnesota, ça peut être intéressant en première demi. Sinon, l'autre, c'est... Regardez bien ça. La semaine passée, Caleb Williams a lancé la balle en 2,4 secondes avec le nouveau Thomas Brown, le nouveau coordinateur à la track. Ça a été le plus vite pour lui de l'année complète. OK? Pour la saison, en bas de 2,5 secondes, il y a 4 touchés, 0 interception, 11,6 EPA. Donc, clairement, il y a beaucoup de succès quand il lance rapidement la balle. Puis, à l'inverse, plus de 2,5 secondes, 0 touchés, 5 interceptions, moins 8,2 EPA. Donc, quand Caleb Williams garde la balle, il se fait fesser, il lance des interceptions, ça fonctionne mal. Mais, les Vikings, à cause du style défensif qu'ils jouent, beaucoup de gars sur la ligne de mêlée, tu sais pas exactement qui drop, qu'est-ce que tu fais, donc tu penses à de la pression ou je sais pas. Les Vikings, quand ils font face à un QB qui lance en bas de 2,5, c'est eux qui ont le plus bas total EPA de la ligue. Donc, ils mènent la ligue à moins 18,1% EPA, puis 8 interceptions, qui est le plus haut total de la NFL cette année. Fait que les Vikings adorent un carrière qui est stressé, genre qui est paniqué, puis qui lance en dessous, comme je sais pas si on se rappelle du match contre les Jets. Aaron Rodgers, tout le monde s'en allait, proche de la ligne de mêlée, lance la balle au gars, Van Ginkel passe en dessous, retourne ça pour un toucher. Tu sais, c'est ce genre de jeu-là qu'ils font. Fait que moi, je pense que ce qui a bien fonctionné pour les Bears la semaine passée, ils vont le réessayer, puis ça va leur péter dans la face contre les Vikings. Fait que je prends les Vikings pour couvrir le spread, et peut-être même les Vikings pour la première demi. Tu penses quoi de Broncos -6 contre les Raiders? Ouais, je l'aime aussi. Parce que les Broncos sont 4-0 ATS cette année comme favoris, puis 5-1 ATS à l'extérieur. Je l'adore. À vrai dire, c'est un de mes best bets aussi. Broncos ont un des plus gros ratios de blitz de la NFL cette année. Ils blitzent plus de 40% dans les premiers essais ou deuxième essais. Puis les Raiders, c'est eux qui donnent le plus de ce qu'on appelle des unblocked pressure. Fait que quelqu'un arrive puis comme est pas bloqué puis fait juste venir essayer de frapper ton corps arrière. Fait que puis Minshew, c'est le 3e pire quand il y a le blitz de la NFL en ce moment. Puis les Broncos blitzent tout le temps. Il y a aussi peut-être le over de cette game-là parce que le over, il est 5-1 dans les 6 derniers matchs des Raiders puis il est 5-2 dans les 7 derniers des Broncos. Mm-hmm. OK, c'est intéressant. Puis tu vois, le Broncos 5-1 contre la marge de victoire cette année sur la route. Puis Bo Nix, il joue comme un top 10 carrière depuis la semaine 5. Ouais. Fait que le over peut être intéressant. Les Broncos pour couvrir. Moi, je l'ai à -6, les Broncos en ce moment. Ouais. Fait que moi, je pense que Broncos couvre les Raiders, qui est une équipe qui s'en va nulle part. L'autre game que j'aurais... écoute, j'aurais les Chargers +3 contre les Ravens dimanche soir. Moi, mais je suis pas sûr de celle-là. Qu'est-ce que t'en penses, celle-là, Parley? T'as-tu quelque chose d'autre, toi, sur cette game-là? Non, on peut passer à autre chose, mais... Okay. Ouais, j'aime ça aussi, parce surtout le travail que Harbaugh est en train de faire. Et, tu sais, j'ai vu une stat que Adam Schefter il a sorti. Mm-hmm. Ils sont à 13,1 points par match accordés en ce moment. Mm-hmm. C'est le plus haut total de l'histoire de la NFL. En fait, dans les 20 dernières années, pour un coach à sa première année. Mm-hmm. Le deuxième meilleur total, c'est encore Harbaugh la première année qu'il a pris les Niners. OK, c'est intéressant. Sinon, moi, j'ai par exemple, là-dedans, j'en ai un, puis c'est ça que je sais pas pourquoi... à cause j'ai vu ça, je sais plus si j'ai envie de prendre les Chargers à +3. Lamar est 18-4 contre le spread comme underdog ou favori par moins de 3 points. C'est gros, ça, là. Puis Lamar est 31-14-1 première demi des matchs sur la route. Puis moi, je l'aime peut-être celle-là. J'aime peut-être plus les Ravens première demi. Parce que vu qu'ils jouent un match du East Coast à West Coast, ils vont être fatigués en deuxième demi.
savent pas comment terminer les games, je prendrais peut-être Ravens première demi pour couvrir le spread. Puis de l'autre côté, John Harbaugh est 2-0 contre son frère Jim dans la NFL. Fait que ça, c'est un autre petite affaire qui peut être intéressante. Sinon, écoute, les Cards, je veux pas vous le vendre trop longtemps, là, mais depuis la semaine 8, c'est la numéro 1 offense EPA de la NFL. Puis Seattle, pour la même période, c'est 29e. On sort d'un bye week du côté d'Arizona. Quand tu regardes ça, Fred de même, puis tu oublies le fait que Kyler Murray a probablement mangé des biscuits toute la semaine, mangé de la pizza, joue à Call of Duty. Les Cards sont supposés défoncer les Seahawks. C'est sûr que juste parce que là, pour la première fois en 4 semaines, tu y vas pour les Cards vraiment, puis tu y crois, que là, ça fonctionnera pas. Honnêtement, là, je suis moins sûr. Je suis moins sûr, soudainement. Je suis moins sûr. Je me questionne. Moi aussi. Ça y est, je change. Mais sinon, lui, on l'a dit, là, mais les Texans, ils ont pas couvert un spread de plus de 7 points depuis 2020. Le under, il est 8-2 dans les parties des Texans cette année. Sauf que les Texans, 9-1 ATS first half. Fait que ça pourrait peut-être être intéressant. Il y en a un aussi que j'ai pas dit. Ben, il reste Mahomes, là. Mahomes Panthers. Mahomes, 47% avec une ligne de plus de 3 points contre le spread. Plus de 10, 39% dans ses 25 dernières games. Donc, il est vraiment pas bon. Over 10 points. Puis l'autre, more than 10 points, underdog. More than 10 points favorite on the road. Fait que, tu sais, plus de 10 points favoris sur la route. Il est 0-3-1 contre le spread. Fait qu'un gros Panthers plus 11, là, genre t'avales, puis tu bêtes ça. Ça va faire mal, hein? Et on bêterait Browns plus 3,5 puis Panthers plus 11. Oh! Un autre affaire, par exemple, t'as parlé de Chargers-Ravens sur le over, hein? T'as parlé le over sur cette game-là? On a-tu parlé du over? Non, j'ai rien dit là-dessus. OK. Moi, je l'ai... La ligne était à 47, elle est à 51 en ce moment. Je le prendrais under, cette game-là. Je prendrais under la game des Ravens puis des Chargers. En fait, je pense que les deux vont vouloir courir la balle, là, tu sais. Vont vouloir, c'est comme des deux frères vont vouloir courir la balle, je pense. Chargers, ils ont eu... C'est sûrement leurs 2 dernières games depuis le début de l'année qui ont scoré en haut de 14 points au total. 40 points au total. Puis là, la ligne était à 47 puis elle est montée à 51. Probablement un peu à cause de la dernière semaine des Chargers. Tu sais, ils ont eu beaucoup d'attaques contre les Bengals. Ouais. Tout le monde a comme fait « Oh my God, ils ont une bonne attaque. » Mais reste que je pense que ce serait un bon moment là de bet le under sur un match comme ça. Puis c'est un Monday Night Football. Depuis 2021, 58% le under. Puis all primetime games pour la même chose dimanche ou lundi soir, c'est 57% sur le under. Fait que je prendrais le under pour la game Chargers-Ravens lundi soir. Y a-t-il autre chose? Are we good? Je pense qu'on a fait le tour. Ça ressemble à ça? Yes. Bonne fin de semaine de football à tout le monde. Manquez pas le prochain épisode de La Ligne des Mêlées lundi soir à compter de 6h. Bonne Coupe Vanier à tout le monde. Bonne fin de semaine de Paris sportif et de NFL. Ciao tout le monde. Ciao. Yes. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici La Ligne des Mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.